Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mes parties jouées en réel depuis la pandémie Covid. Alors comme expliqué dans le premier épisode, j'avais fait donc match nul contre un joueur qui avait 2200 Elo. Notre équipe par contre avait perdu 2,5 à 1,5. Comme je l'ai expliqué, j'avais pas pu jouer les rondes 2 et 3, donc je vais juste expliquer le résultat qu'on a fait. La deuxième ronde ça avait été rebelote au niveau d'une défaite 2,5, 1,5 contre l'une des équipes qui était favorite pour jouer le match de promotion en fin de saison. Par contre, la troisième ronde qui était contre une équipe un petit peu plus dans le mou du classement par rapport aux forces en présence, là notre équipe a remporté le match 3 à 1, ce qui fait que du coup, vu qu'une victoire finale rapporte 2 points, on a 2 points sur 6 et on traîne un peu notre spleen un petit peu dans le fond, mais pas, on n'est pas dans les derniers. Ce qui fait qu'on est plutôt bien parti pour notre objectif qui est, je le rappelle, de se maintenir en deuxième ligue. Du coup, je vais commencer par une petite anecdote, pas piquer des hannetons. Alors ouais, du coup en fait, je prends la voiture, je me déplace jusqu'à notre local qui est à Zweisimmen. Il y a un petit parking qui est privé pour qu'on puisse accéder au local. Et en fait, si vous voulez, moi, je me parque une première fois. Si vous voulez, il n'y a pas de ligne blanche dessus. C'est avec les pierres, si vous voulez. C'est des pierres, en fait. Elles sont pas mal dans le décor, du coup, on voit pas forcément bien où on met les roues. Je m'arrête vite un coup, j'ouvre la portière, je regarde. Je me dis, ah, ok, il faut que je me replace un tout petit peu, il faut que je fasse une petite manœuvre et que je me parque un petit peu mieux. Et là, il y a une voiture qui est derrière moi. Je me dis, ok, bon, je remonte dans ma voiture. J'ai démarré, j'étais en train de reculer. Le mec, il était en train d'arriver. Et il m'a forcé le passage, ce gars. Et j'ai dit, mais laisse-moi faire ma manœuvre. Et il a forcé, il s'est parqué juste à côté de moi. Le mec a forcé, quoi. J'ai fait, bon, pas de casse, heureusement. Je fais, bon, bah, ok, bon, bah, très bien, force si t'es content. Très bien. Moi, je fais du coup ma petite manœuvre, mon petit parquage. Je sors, lui il sort aussi, et je vois en fait que c'est aussi un des joueurs d'échecs, mais de l'équipe adverse en fait, qui lui était venu en voiture. Les autres étaient venus en train. Je me dis, ok, donc peut-être qu'on va jouer l'un contre l'autre. Je regarde la feuille de match de notre équipe et de l'équipe adverse, et je vois que je joue au premier échiquier. Alors ça, c'était prévu d'avance, hein, que je jouais au premier échiquier avec les blancs. On a donc permuté avec notre capitaine qui lui avait joué les blancs et moi les noirs la première ronde. Et je joue du coup contre Peter Nifeller, qui a à peu près mon elo aussi, 1946. Comme vous voyez, j'ai 1950, donc les 7 points que j'ai gagnés contre Schindorfer ont été mis à jour. Et en fait, du coup, je me rends compte, ah ouais, en fait, donc c'est toi qui m'a pas laissé tranquillement faire ma manœuvre, qui a pas voulu juste attendre littéralement 5 secondes pour que je puisse faire ma manœuvre. Je me suis fait, ok. Donc déjà, t'as intérêt à faire une bonne game parce que moi, je suis prêt. Ouais, et je suis doublement prêt, du coup. Et en plus de ça, moi, j'étais dans l'idée à ce moment-là. Donc, c'était il y a assez longtemps, hein, c'était en octobre 2021. Du coup, c'était il y a plus d'une année maintenant, donc je m'en souviens pas forcément de tous les détails. Mais ça, je sais que je me disais dans ma tête, ok, maintenant, il faut que le nouveau Franck sorte dans cette partie. T'as les blancs, t'as pas le droit de te foirer. Et il est 2 heures de l'après-midi. On déclenche les pendules et j'ouvre avec le coup E4. Ce à quoi Peter Nifeller, de l'équipe de Spitz, me répond G6. Bon, comme je dis, à l'époque, j'étais plus trop au point sur les ouvertures, hein. Il a fallu que je reparte un petit peu de zéro, hein. Comme j'ai dit, j'avais plus fait vraiment des échecs. En tout cas, plus beaucoup étudié, surtout les ouvertures. Même les ouvertures, je les ai jamais tant étudiées, mais là, davantage depuis maintenant plus d'une année. Et là, je me dis, ah, mais comment on joue déjà sur cette moderne? Bon, je me dis, bon, bah, prends le centre, hein. Il prend pas le centre, moi je le prends. Je joue D4, il joue D6. Et là, en fait, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit, envoie l'attaque à outrance. Je joue C4, il joue fou G7, et j'envoie la variante des 4 pions, la variante offensive de la moderne. J'envoie F4, les gars, et les 4 pions qui contrôlent parfaitement tout le centre ici. Franchement, alors c'est risqué, hein. On peut se faire contrer, mais là dans ma tête je me dis ok, non, non, c'est
c'est le moment de vouloir mettre en pratique ce que tu voulais mettre en pratique. Ok. Il joue C5, qui est un coup logique, il doit bien finir par contrer le centre une fois. Alors là, comment est-ce que vous jouez? Alors, la prise, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire. Pour quelle raison? Alors, on pourrait se dire, ouais, si on prend, on pourrait se dire, dame prend, roi prend, on a déroqué le roi, c'est super. Bon, déjà, en soi, il n'y a pas forcément d'avantage pour les blancs parce que le fou a du mal à venir et on a du mal à toucher vraiment le roi, donc il n'y a pas vraiment d'avantage clair. Mais là, il y a un coup qui peut sortir la dame, c'est dame à 5 échecs. Et une fois qu'on part l'échec, il peut jouer dame prend C5. Sa dame est bien centralisée, elle est difficile à chasser. C'est pas souhaitable. D'autant plus qu'on a ouvert la diagonale du fou. Donc c'est pas tant souhaitable. Donc c'est pour ça que tranquillement j'avance le pion, je le mets en D5. Il joue E6, il conteste encore. Je me dis bon, je me suis pas plus posé de questions que ça, il est temps de développer les pièces mineures aussi, je joue cavalier F3. Et là il va jouer cavalier E7. D'habitude le cavalier vient plutôt en F6, histoire de pouvoir contrôler le pion E4, moi, surtout contrôler le centre, quoi. Là en E7, alors je comprends l'idée, hein. L'idée c'est qu'on veut que le fou ait le maximum d'activité possible. Le problème, c'est que du coup, moi, j'ai un centre qui est plus solide que le sien. Donc moi, j'ai continué à développer tranquillement mon jeu. J'ai joué cavalier C3. On a changé les pions. Il a joué E prend, j'ai joué C prend. Donc je ramène un pion de l'aile et je le ramène vers le centre. Et il a roqué. Alors j'ai envie de faire un petit aparté dans cette position parce que c'est une position d'une ouverture classique qu'on appelle l'ouverture Benoni. Je vais revenir depuis la position initiale pour vous montrer comment est-ce qu'on peut arriver à cette Benoni. Après D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3 et C5. C'est la structure de type Benoni. Les blancs jouent D5 et après l'échange des pions, les noirs jouent D6, E4, G6, cavalier F3, F4, pardon, fou G7, cavalier F3 maintenant et petit roc. Et si vous remarquez bien, donc là c'est l'une des lignes les plus classiques qu'on peut trouver dans la Benoni. Si maintenant je remets la position qu'on a dans la partie, c'est la même position, mais le cavalier, il est en E7 plutôt qu'en F6. Et déjà, de base, avec le cavalier en F6 sur la Benoni, si les blancs jouent bien, ils ont un bon avantage à la sortie de l'ouverture. Avec le cavalier en E7, c'est d'autant plus visible. Là, je m'en souviens, j'avais hésité un tout petit peu à me dire, est-ce que je mets le fou en E2? Parce que j'avais l'idée, en fait, de balancer les pions. Comme ça, le fou E2 peut contrôler la case G4 pour une future poussée de pions ou devenir plutôt en C4, être plus agressif. J'ai décidé de jouer fou C4 pour une raison très simple. Parce que je me suis dit, l'une des idées aussi de la Benoni, c'est de faire F5. Et là, en fait, F5, j'empêche, par un signal tactique, je peux jouer E5. Et là, j'ai les deux pions qui sont magnifiques ici au centre. Le pion qui en plus est défendu. Je menace de jouer simplement E6. Tout bêtement, hein, là, le pion E6, ce sera une plaie pour les noirs. Et si les noirs décident de le prendre, est-ce que vous voyez le petit signal tactique qui permet de remporter déjà la partie? D6 échec. On attaque le cavalier et on fait échec à la découverte avec le fou et les noirs perdent une pièce. Donc je me dis, ok, fou C4, il est pas mal emprisonné, il peut pas développer l'aile roi, du coup, qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà, on est qu'au 9e coup, c'est déjà pas simple pour lui de trouver une idée vraiment concrète. Ok, il a décidé de jouer A6, c'est logique. C'est même l'idée dans les Benoni. On se dit, l'aile roi, c'est plutôt les blancs qui doivent tenter quelque chose. Le centre, il est pas mal verrouillé. Mais justement, il peut pas le déverrouiller avec F5. Il peut pas profiter vraiment de mon roi qui est encore au centre. Donc du coup, il doit jouer sur le fait qu'à l'aile dame, il a 3 pions contre 2 pour les blancs. Du coup, moi, j'ai décidé de jouer A4 tout de suite pour empêcher B5. Et maintenant, il joue fou G4. Et son idée, en fait, c'est de dire, bah très bien, tu pensais peut-être pas roquer sur l'aile roi pour envoyer la marée de pions, mais maintenant roquer sur l'aile dame, avec le pion en A4, ça va être compliqué de trouver un abri de l'autre côté. Donc finalement, ben, tu vas devoir faire une concession d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous croyez vraiment que j'ai fait des concessions? Vous allez le voir, vous allez le voir. Ok, là j'ai réfléchi un petit peu, mais dans ma tête c'était assez clair. J'ai joué H3. Je me dis j'attaque son fou. Il n'a pas vraiment le choix de prendre en F3, hein, parce que s'il recule, il aurait joué un coup pour rien.
Et venir en H5 est pas possible parce qu'à G4 et son fou est enfermé. Du coup, il joue fou prend F3. Je joue dame prend F3. Et je me dis, très bien, bonne chose de faite. On a gagné la paire de fous avec les blancs. Et je me dis, bah, je vais envoyer G4, H4, H5. Je vais essayer d'ouvrir la position sur son roi. Ma tour est déjà placée. Et je me dis, ben, je sais pas trop encore comment je fais participer cette tour. Je sais pas, peut-être que je ferai grand roc dans un futur proche. Peut-être même roi F2, pourquoi pas. Bon, peut-être c'est un peu risqué, il y a fou D4, mais enfin c'est dans l'idée. Dans l'idée, je lève le roi sur la deuxième rangée pour faire coulisser la tour. Faut juste être attentif au fait que le centre ne s'ouvre pas. Mais finalement, lui, il sait pas trop quoi faire. Alors il développe sa dernière pièce mineure, il joue cavalier D7. Et là, je décide d'envoyer l'attaque à outrance. J'envoie G4. Mais en réalité, G4, ça paraît fort. Et humainement, c'est fort, hein, parce que c'est déjà compliqué à jouer. Mais là, les noirs avaient une possibilité de s'en sortir. Mais c'est pas simple. Je vous mets la position, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez voir comment est-ce que les noirs peuvent s'en sortir dans cette position. Et en fait, c'est très stratégique. Je sais pas à quel point c'est facile ou pas. Et là, c'est là que j'aurais bien aimé avoir l'avis d'un grand maître, de quelqu'un de très fort, que malheureusement, j'ai pas vraiment de connaissances dans mon entourage. Peut-être si vous en avez, ou bien si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous pensez, si c'est dur, ou bien si pour un grand maître c'est facile. Mais il y a le coup G5. Je trouve ça pas facile parce que déjà on attaque sur l'aile roi et on donne volontairement un pion. Je vous, je vous le cache pas que j'y ai pas du tout pensé pendant la partie. Lui non plus, il a raté ça, c'est pas la partie, hein. En fait, si on prend, bah, c'est déjà compliqué pour les blancs. L'avantage est noir parce qu'il y a cavalier E5. Attaque le fou, attaque la dame. Donc on n'a pas le choix de jouer dame E2 pour revenir protéger le fou. Et juste cavalier 7G6. Et en fait, regardez, le pion F a été dévié, ce qui fait que le cavalier en E5 est sur ce qu'on appelle un avant-poste. Il est très très fort. Il est indélogeable en fait. Et il est encore protégé par l'autre cavalier. Donc en fait, les noirs ont pris un avantage positionnel dans cette position. Et en fait, la bonne suite à trouver pour les blancs, c'est de jouer F5. Là encore, cavalier E5 est jouable et on joue dame E2 pour protéger le fou. L'idée de F5, c'est de se dire, ok, on contrôle la case G6, on ne permet pas aux noirs de stabiliser la position et la case E5. Alors je vous montre juste la ligne d'ordi qu'il propose. Il dit, fou F6, on empêche H4. H4 quand même. Ok, je défends encore le pion en jouant H6. Échange des pions. Et on se dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a cette colonne H, c'est assez faible. Et quand j'avais cette position sous les yeux, alors très instinctivement, hein, sans réfléchir, je me suis dit, mais dame H2, et on menace mat. Mais là, bon, il y a un coup important quand même à voir, hein. Là, j'espère que vous voyez la tactique. Cavalier F3 échec. C'est important. S'il n'y a pas cette tactique-là, c'est bon pour les blancs. Vous voyez à quoi ça peut se jouer, hein, au bout il y a combien de coups là? Il y a 5 coups de profondeur. 5 coups de profondeur, s'il n'y a pas cavalier F3 échec, et ben c'est tout simplement gagnant pour les blancs. Mais là, en fait, le fait que sa cavalier soit tellement bien placé, il y a des signaux faibles qui traînent dans cette fourchette, ce qui fait que on ne peut pas attaquer immédiatement avec les blancs. Et juste pour donner un autre coup, si on joue roi D2, il y a juste 3G7. Et on va faire coulisser la tour en H8. Et on n'a aucun souci avec les noirs dans cette position. Le roi n'est pas en difficulté. Et du coup, les noirs s'en sortent. Ils peuvent même prétendre à sortir avec un avantage d'ici quelques coups. Donc du coup, j'ai eu, entre guillemets, un petit peu de chance qu'il n'ait pas vu ça. Bon, après, je trouve ça compliqué, hein. À voir si les joueurs titrés trouvent ça plus facile ou pas, je ne sais pas. Mais il a joué dame A5 qui est finalement le coup logique. Il sort sa dame, il lit les tours entre elles, il essaye de faire quelque chose en fait. Ok, instinctivement, je fais fou des deux. Je me dis, ok, maintenant toutes mes pièces sont développées. Juste ce roi, je sais pas, est-ce que je fais grand roc, est-ce que je vais le mettre en F2 ou en E2, je sais pas encore trop comment je vais procéder. Mais je me dis, là, j'ai clairement un avantage, je vais pouvoir jouer G5, H4, H5, ouvrir la colonne H, faire coulisser la dame, et aller mater ici. C'est le plan. Tout bêtement, j'ai envie de dire, mais c'est le plan. Et en fait, je me suis dit, il peut pas jouer B5 dans cette position. Je me suis levé, j'étais parti aux toilettes. Et quand je reviens,
je vois B5 sur l'échiquier. Je me suis dit, ah, j'ai raté quelque chose. Ok, là, c'est vraiment le premier moment où j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Là, je me suis dit, ça, j'avais joué plus ou moins assez vite. Là, je me suis dit, ok, Franck, il faut mettre le radar tactique, il faut voir comment on procède. Parce que je m'étais dit, c'est pas possible à cause de cavalier prend B5. Attaque, je vous montre, hein, cavalier prend B5. L'idée, c'est que j'attaque la dame. Il peut pas prendre le cavalier, parce que sinon, je joue fou prend A5 et je gagne la dame. Et donc, du coup, il doit reculer la dame. Et je me dis, ah, ok, son idée, c'est dame B6. Il défend le pion, il force mon cavalier maintenant à partir, et il va récupérer B2. C'est son plan, c'est son idée. Mais je me dis, il y a quelque chose qui cloche là. Il doit y avoir quelque chose, parce que les pions en B comme ça, les prendre avec les dames, c'est souvent très risqué. Là, il y a pas mal de pièces qui sont sorties. Je regarde cavalier C3. Je me dis ça, s'il prend B2, je regarde tour B1. Je me dis, j'empêche sa dame de reculer. Il sera obligé de venir en A3, c'est sa seule... Enfin, il y a C2 aussi. Mais C2, on a... c'est fou B3 ou fou D3, je crois que les deux sont possibles. Fou B3. Ouais, fou D3. Les deux sont possibles. Et la dame n'a plus de cases. Et sur dame A3, je me dis tour B3. Dame A1, échec. Et roi F2. Et regardez, la dame n'a plus aucune case. C'est toutes les cases de sortie de la dame sont contrôlées. Et je trouve ça vraiment esthétique parce que la tour en H1 qui participait pas vraiment à ça, bah, c'est la pièce qui attaque la dame. Et c'est le roi lui-même qui donne le coup de grâce et qui dit non, tu ne peux pas t'en sortir avec ta dame. Tu ne peux pas aller donc chercher le pion B2. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça très beau. Donc, du coup, je vois ça au loin. J'avais pris 5 bonnes minutes quand même pour voir ça. Et je me dis, bon, bah, ok, je prends cavalier, prend B5. Ok, donc il joue dame B6, logique. Et je reviens, cavalier C3. Et là, déjà, la position est compliquée, hein. Là, bon, le seul coup, c'est le même que tout à l'heure, c'est de faire G5. En fait, c'est cette idée stratégique et positionnelle qu'on a tous les deux raté. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va jouer tour B8? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire. Et les gars, il réfléchit genre 5-6 minutes. Et il joue dame prend B2. Je me dis, attends, c'est bizarre quand même. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Ok, bon, je fais quasi tempo tour B1. Plus ma tour était attaquée, donc voilà. Mais je me dis, mais quoi? Et il joue, fou prend C3. Après, genre 1 minute 30 de réflexion. Ma théorie à moi, c'est qu'en fait, il souffrait et qu'il s'est dit soit ça passe, je prends ce pion et puis il voit pas que c'est enfermé, je m'en sors. Soit il voit et puis du coup, bah tant pis, je perds ma dame et c'est perdu. Bon, voilà. Ne jouez surtout pas comme ça, hein. Même si au début, c'est un peu ce qu'on a tendance à faire. On regarde nos plans et on regarde pas les plans de l'adversaire. Et ça, très important, hein, quand vous regardez des pions comme ça qui sont fermés, chose numéro 1, regardez si vous pouvez ressortir vos pièces, surtout la dame, quoi. Donc du coup, bah, je prends la dame, il reprend, fou prend B2. Et maintenant, je me dis, bon, bah c'est bon, hein, j'ai gagné la dame. Bon, compte tour et pièce mineure, mais bon, c'est quand même la dame. Je me suis dit, ok, ça va maintenant être assez facilement gagnable. Mais pour la première fois de la partie, je vais quand même prendre pas mal de temps parce que je cherchais comment bien terminer en beauté. Tenter de jouer H4, H5, je m'étais dit, ok, j'essaie de gagner en beauté, de gagner en force. Et je me dis, bon, quand même, tous ces échanges, maintenant il a la colonne B quand même. Il va pouvoir placer une tour, la tour A par exemple, peut-être plutôt la tour F dans ce cas-là, parce qu'il y a le pion A6 en l'air. Et voilà, j'ai peut-être des petits problèmes ici. Et du coup, ça va me conduire à ma première imprécision de la partie. Je joue dame D3 dans cette position. Avec l'idée d'attaquer en batterie le pion A6. Et je me suis dit, s'il joue le coup A5, je viens fou B5. Le pion A4 va protéger le fou et la colonne B sera fermée ad vitam aeternam. Et en fait, j'ai raté un coup. J'ai raté cavalier B6, qu'il a joué. Alors fort heureusement pour moi, c'est pas un coup
qui est dangereux. À nouveau, hein, juste pour l'anecdote, à nouveau, ça me fait rire, mais le meilleur coup, c'est de jouer G5 et à nouveau de tenter de jouer sur cette case E5. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails, vous avez vu à quel point c'est compliqué tout à l'heure. Mais cavalier B6, j'avoue, j'ai pas vu. Et en fait, je peux pas prendre en A6, parce que sinon il prend A4. Et là, maintenant, j'ai les deux colonnes qui sont ouvertes, et c'est lui qui va en profiter. Là, je me dis, ah, c'est un peu dérangeant. Donc je me dis, ok, comment est-ce que je continue? Je dis, ok, bon, j'envoie le pion, j'envoie H4. Il a joué tour Fe8. Ok, il se met un peu dans les signaux faibles, peut-être il veut attaquer le pion D par un clouage, je me dis, bon, pourquoi pas. Notez qu'il ne peut pas jouer cavalier prend A4. Parce que sur cavalier prend A4, il y a dame B3. Le cavalier qui défend le fou est attaqué. Et du coup, là, les noirs vont perdre une pièce mineure. Du coup, cavalier prend A4 n'est pas possible, c'est pour ça qu'il tente autre chose. Je fais H5, je continue dans ma poussée. Il joue cavalier prend C4, je prends C4, et tour A B8. Et là, j'ai réfléchi, mais longtemps, parce que je me suis dit, il y a peut-être moyen d'ouvrir la colonne H. J'ai vraiment réfléchi très longtemps. Sur le coup, H prend G6. Mais cavalier prend G6 m'embêtait. Avec cette idée encore de la case E5. Et je me dis, je peux pas chasser ce cavalier par F5, parce qu'il peut jouer cavalier E5. Et finalement, son cavalier se retrouve d'un seul coup bien placé. Il y a le fou qui peut venir en D4, ça peut être un attaquant. La tour qui arrive, je commence à avoir du monde autour de mon roi. Je peux pas lui laisser ce contre-jeu. La tour également, qui est pas si mal placée que ça, je peux pas lui laisser tout ce contre-jeu. Et je réfléchissais à autre chose. Je me disais, ok, je fais dame 2 et je coulisse. Je me suis dit, ok, le coulissement pour aller chercher le pion H. Mais j'ai pas assez de temps. Il peut faire fou D4. Et si je tente dame H2, le problème c'est que sa tour E8 qui est bien placée attaque le pion E4. Et après tour prend E4 échec. Je peux avoir des problèmes. Là, ça commence à se compliquer. Il a 1, 2, 3 pièces à l'attaque. Moi, j'ai pas vraiment. Alors j'ai le fou, mais j'ai pas plus de défenseurs que ça. Ça commence à me faire peur. Il y a déjà des idées du style si je viens en F1, tour B1 échec, je dois venir en G2, j'ai pas le choix, et tour E2, et je perds la dame par enfilade. Ça commence à me faire peur, ce genre d'histoire. Donc je me dis, ça c'est pas possible non plus. Donc je me dis, prise G6, j'arrive pas à trouver un gain. Je me dis, ok, je pousse C3. J'ai regardé ça aussi, mais ça très vite j'ai écarté. Est-ce que vous voyez pourquoi? Parce qu'il peut jouer fou prend C3, dame prend C3, et encore une fois le thème de l'enfilade, tour B1, et ma tour est complètement perdue. Notez que je n'ai pas le droit de roquer, si certains se demandent, non, le rock est interdit quand on est mis en échec. Et je vois pas, et j'essaie de trouver une solution, et finalement on est au 22e coup, il me reste une quinzaine de minutes, et je vois pas comment terminer en feu d'artifice, et du coup je décide de ne pas prendre de risques, je décide de sécuriser la victoire. Je fais tour H3. Il joue fou D4, donc logique, il se met en position d'attaque et il veut libérer la tour. Et du coup, moi, en contrepartie, j'empêche. Je fais tour B3 et je viens contester la colonne ouverte, qui est un thème important, comme vous avez pu le voir dans la série concernant les pièces et cette première partie sur les tours. Et alors, j'ai juste avancé un peu dans la partie. Après, il a joué roi F8. J'ai joué roi D1. Je me suis dit, je m'écarte comme ça de ce signal faible. Il joue cavalier G8. On voit qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Et maintenant, j'échange la paire de tours. Tour prend B8. Tour prend B8. Et je vais chercher le pion en A6. Et dans cette position, en fait, il y a une paire de tours de moins. Et je sais que fou, tour, ça se coordine bien pour attaquer. Mais c'est insuffisant. Parce que déjà, j'ai mon fou qui va me défendre. Mais en fait, il va pas être suffisamment armé sur les cases blanches pour pouvoir tenter de me mater. Ok, donc je monte vite à la fin de la partie maintenant. Parce que maintenant, c'est très facilement gagnable. J'ai encore gagné un pion. J'ai le pion A qui est passé, son roi qui est faible. Il a joué tour B1 échec. J'ai joué roi C2. Il joue tour B2 échec. Je reviens en C1. Il joue tour A2. Ok, il me laisse le pion D6. Je le prends sur échec. Roi G7. Je fais E5, coup assez malin. Je me dis, son fou était bien placé parce qu'il attaque et il défend aussi. Maintenant, il défend plus avec le pion E5. Donc le roi est livré. Alors il y a le cavalier encore, mais ils sont un peu livrés à eux-mêmes, les pauvres. Il joue tour A1 échec. Je fais roi C2. Il prend le pion A4. Je fais F5.
Finalement, mon plan d'avancer mes pions sur l'aile roi se concrétise à l'entrée de la finale. Il prend, je prends. Il joue C4. Et là, ouais, j'avais un bon plan. J'avais l'idée de faire ça fou H6 échec. Je me suis dit, c'est joli. Je me suis dit, je vais quand même pouvoir terminer en beauté, parce que sur cavalier prend H6 échec, il y a mat en 3 coups. Vous pouvez chercher. Il y a F6. Roi H8. Dame F8. Cavalier G8. Et Dame G7 mat. Je me suis dit, ce serait joli quand même de terminer par un petit sacrifice de pièces. Le problème sur fou H6 échec, c'est qu'il peut jouer Roi H8. Et j'ai pas Dame F8 pour me dire je mate au prochain coup en G7. Parce qu'il peut jouer fou prend E5 et il revient défendre la case. Et là, ça commence à devenir un peu compliqué. Bon, je me suis dit, bon, cherche pas trop, juste gagne. Je fais F6 échec. Il revient en H8. Et je joue Dame F8. Et dans cette position, Peter Niffeler abandonne parce qu'il n'y a aucune manière de défendre Dame G7 mat à moyen terme. Je crois qu'il peut encore tenter des systèmes, genre il fait échec, échec et il revient, mais ça change rien en fait. C'est mat forcé. Bon, voilà. Une victoire qui fait plaisir les gars. Victoire contre un joueur qui a quand même mon elo, que j'ai pas dit avant de commencer, mais qui avait remporté tous ses matchs dans le championnat. Donc il avait joué tous ses matchs, il en avait gagné 3, dont un contre un joueur qui avait 2100 elo. Donc quand même un joueur en forme. Et d'avoir fait une telle partie, un tel écrasement. Alors vous allez me dire, j'ai été aidé par le fait qu'il m'ait un peu donné sa dame un peu tout seul. Mais quand même un écrasement face à un joueur de 1950. J'avais jamais réussi. J'ai eu battu des joueurs au-delà de 1900, mais pas de cette manière-là. C'est une victoire qui fait très très plaisir, dans un nouveau style de jeu, dans un style de jeu agressif. Et la petite cerise sur le gâteau, enfin, il y a 2 cerises sur le gâteau même. La première, c'est que j'ai remporté ma partie et les 3 autres échiquiers ont tous fait nul, ce qui fait qu'on a gagné cette partie contre Spitz, qui est un concurrent direct pour en tout cas le maintien et peut-être même pour la promotion. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que du coup, on se retrouve avec 4 sur 8. Et avec les résultats qu'il y a eu un peu à gauche, à droite, notre équipe se retrouve après 4 rondes en 3e position sur 8. C'est quelque chose qu'on pensait même pas et on commence à se dire, mais est-ce qu'on peut jouer un match de promotion? On sait pas, hein, parce qu'il y a Berne qui explose tout le monde, ils ont 8 sur 8, ils ont gagné tous leurs matchs. Derrière, je crois que c'est Belp ou Dudingen, ils ont 5 sur 8. Et nous, on est à 4 sur 8. Alors, il y a un petit peloton à 4 sur 8. Mais on se dit, maintenant, on a passé peut-être les plus forts. Alors, on sait, il nous reste un gros morceau à la fin. Il nous reste Kirchberg. Mais les 2 rondes suivantes, c'est contre l'équipe de Bumplitz, qui est à peu près de notre niveau, où on peut peut-être faire quelque chose. Et la ronde 6 contre l'équipe de Berne, qui, même s'ils explosent tout le monde sur le papier, on est capable de les tenir, voire même de les battre. Donc, on se dit à ce moment-là, waouh. Là, les gars, on a peut-être l'histoire du club qui se joue. J'exagère un peu, mais vous avez compris, là, on peut jouer vraiment tout. Alors allez, je vais vous mettre le rapport de partie avec son score de précision. Alors, vous savez que j'avais pas commenté le rapport de précision lors de la dernière partie. Alors là, j'ai joué à 91% de précision. C'est pas mal. Alors ouais, le rapport de précision sur Lichess et sur Chess.com n'est pas tout à fait le même. Alors après, vous voyez aussi une erreur, une gaffe. Bon, ça... Ce qui est bien aussi avec Lichess, c'est qu'on peut corriger un peu les appréciations. Genre, il me donne, je crois, Dame D3, il me dit que c'est une gaffe parce que j'étais totalement gagnant. Je passe de plus 4-3 à plus 1-9. Bon, ça restait quand même gagnant. Les Noirs n'avaient qu'un seul coup qui permettait de... Ouais, même pas d'annuler, mais d'être un peu moins mal. Et puis c'était un coup qui était difficile à trouver, donc voilà, c'est aussi, il faut pas trop regarder ça non plus. Il faut vraiment voir la courbe de progression. C'est vraiment pour moi le truc qui est intéressant. Et on le voit hein, sur cette courbe de progression, alors qui est juste en dessous de vous, mais qui moi est sur mon écran à côté. On le voit, j'ai toujours été assez bien. Et on voit, il y a un petit moment où ça revient un peu à zéro. Bah, c'est sur ce coup G5 que mon adversaire a raté. C'est quand j'ai joué G4. Et ensuite, bah, la montée, le pic, bah, c'est de son Dame prend B2 qui était sa gaffe déjà décisive. Après, voilà, comme j'ai dit, il y a eu ce que me dit Lichess la gaffe, c'est ce petit crochet, mais c'est Dame D3. Mais bon,
De là dire que c'est une gaffe, voilà quoi, faut peut-être pas exagérer. Et après, la conversion, elle a été assez efficacement mise. Voilà, c'est tout pour cette partie. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour la prochaine ronde et le prochain épisode. En attendant, je vous dis bye bye et à la prochaine.